Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de venir discuter avec vous de ce sujet, donc les risques de récurrence des malformations cardiaques congénitales. Donc, malgré l'amélioration des techniques chirurgicales et aussi donc du pronostic de nos patients, persiste une question, c'est l'étiologie des cardiopathies congénitales. Ça peut intéresser une famille qui a un désir d'une prochaine grossesse, mais aussi les patients lorsqu'ils arriveront en âge de reproductivité. Les mécanismes des cardiopathies congénitales sont complexes, hétérogènes et multifactoriels à 80%, c'est-à-dire qu'on a une association de facteurs génétiques et environnementaux. L'évaluation des risques de récurrence influence notre pratique clinique au quotidien, nécessitant souvent une enquête familiale élargie lors d'une consultation, si on peut dédier le conseil génétique. Pour arriver enfin à une médecine personnalisée et individualisée de nos patients, semblant être celle du futur. Lorsqu'on regarde les récurrences familiales au sein de la fratrie, elles ont été calculées entre 3 et 5% dans la famille du premier degré, jusqu'à 10% si on a plus de 2 apparentés, il y a une cardiopathie congénitale. Pour cette étude danoise, portant sur 720 000 naissances, lorsque l'aîné a une cardiopathie congénitale, le ratio, cette fois-ci, de risque de récurrence est de 4 pour le petit dernier. Ce ratio est multiplié par 7 dans la fratrie si c'est le cadet qui a une cardiopathie congénitale et si celle-ci est complexe. Pour les jumeaux, il y a 50% des jumeaux avec récurrence familiale qui ont des cardiopathies concordantes similaires. Maintenant, lorsqu'on regarde les parents, le risque de récurrence va monter jusqu'à 20% si c'est la maman qui est atteinte. Les mécanismes sont inconnus, soit il y a une transmission directe par la maman, soit il y a une anomalie intra-utérine, soit les allèles préjudiciables qui viennent du papa sont moins préjudiciables, soit il y a des comorbidités intrinsèques et extrinsèques de la maman. Une étude, encore une fois danoise, sur 21 000 trios familiaux, où le ratio de cardiopathie congénitale dans la fratrie est calculé à 5,4 si c'est la maman versus 3 si c'est le papa. Ce ratio, pour les cardiopathies congénitales concordantes, augmente chez la maman, calculé à 5 pour les cardiopathies conotroncales et obstacle gauche. Ainsi, le taux de natalité chez les personnes avec cardiopathie congénitale est 18 fois plus élevé chez les mères, ne pouvant expliquer les risques de récurrence supérieurs chez celles-ci. Maintenant, lorsqu'on regarde les co-occurrences intrafamiliales de cardiopathie congénitale, comme cette étude quand même sur 1163 familles, avec plus de 14% ayant 3 apparentés avec cardiopathie congénitale et 7% sur plus de 3 générations, on retrouve 178 paires de cardiopathie congénitale avec un haut degré de concordance observé chez les apparentés et aussi 20% de gènes de susceptibilité hérités qu'on retrouve chez l'homme et chez la souris. Maintenant, lorsqu'on regarde par cardiopathie congénitale, on va parler des obstacles gauche parce qu'on les connaît bien. Le ratio est calculé à 13 et va jusqu'à 22. C'est pour ça qu'on a tendance à screener en écho tous les premiers degrés, notamment dans la bicuspidie aortique. Et ce risque, il varie en fonction de la cardiopathie. Il est presque le même pour la bicuspidie, mais aussi pour le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche. Et sur ce papier, sur 38 pédigrés familiaux d'hypoplasie du cœur gauche sur 3 générations, le risque de récurrence est de 24% s'il y a un apparenté, et il monte quand même à 55% s'il y a plus de 2 apparentés. Il est de 8% dans la fratrie pour le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, et il augmente jusqu'à 21% si ce sont les parents qui sont atteints. On connaît entre 10 et 20% de variants pathogènes, qui soient fréquents ou rares pour les obstacles gauche, sur des facteurs de transcription avec les plus connus, NKX2.5, GATA ou Notch. Maintenant, pour les CIA, ce ratio est calculé à 7, il va jusqu'à 11. La transmission est à 50% autosomique dominante, d'une grande hétérogénéité, avec des facteurs de transcription connus comme NKX2.5 associé au BAV ou GATA4 à la sténose valvulaire pulmonaire. On peut parler de cette étude sur 583 CIA de type ostium secondum où on retrouve un risque de récurrence à 23% qui augmente dans la fratrie quand même jusqu'à 33% chez les sœurs.
Maintenant, pour les canaux atrioventriculaires, et je parle des formes non syndromiques, ce ratio est quand même de 24. Transmission autosomique dominante à 50%, avec des facteurs de transcription, encore une fois, connus. Pour les cardiopathies conotroncales, ce ratio est calculé à environ 12. On peut citer cette étude sur 1620 pédigrés sur 3 générations, un risque de récurrence de 4,5% dans la fratrie, 1,5% chez les parents. Et on voit que la variation de ce risque se fait en fonction du type de cardiopathie congénitale, de sa concordance, mais aussi de sa complexité. Pour quelques chiffres, pour les cardiopathies conotroncales concordantes, on a quand même un risque de récurrence de 69% dans la fratrie et pour la complexité de 58%. Maintenant, pour les hétérotaxies, ce ratio, il semble énorme, il est quand même à 79. Comme cette étude chinoise de 184 cardiopathies congénitales associées à des anomalies de la latéralité, donc lécitus, mésocardie, dextrocardie, où on a un risque de récurrence de 16%, qui est plus élevé au premier degré. On a probablement un biais de survie dans les jeunes générations et un manque d'infos dans les générations les plus éloignées. Ce risque, il est calculé dans la fratrie à 21%, alors que chez les parents, il n'est que de 4%. Ces hétérotaxies, elles sont associées dans 90% des cas à des cardiopathies congénitales et des phénotypes extrêmement retrouvés sont les discordances ventriculo-artérielles, donc nos transpos et nos doubles discordances, où on peut aussi avoir un phénotype extracardiaque, notamment pulmonaire, dans 12% des cas, la dyskinésie ciliaire primitive. Ainsi, on se dit qu'il y a un fond génétique commun entre discordance ventriculo-artérielle, hétérotaxie et dyskinésie ciliaire primitive. L'hypothèse embryologique, c'est une anomalie de la latéralité gauche-droite, notamment chez les transpos en situs inversus et ambigus et chez les doubles discordances, où on a une hérédité génétique et complexe et multifactorielle, probablement non pas avec un modèle génétique classique vertical mendélien, mais plutôt polygénique, et des allèles de susceptibilité qu'on hérite de nos parents. Dans la littérature, on retrouve à peu près 20% de mutations sur des gènes de la latéralité associées à ces discordances ventriculo-artérielles. Ces récurrences, elles ont été étudiées. On peut citer cette cohorte de 102 patients avec double discordance, où la transposition des gros vaisseaux est la cardiopathie la plus fréquemment retrouvée, notamment à la fratrie, avec un risque de récurrence de 5%. Ou bien cette étude de 7 clusters familiaux, on a fait du gène candida, on a retrouvé plusieurs mutations sur les gènes de la latéralité connus comme FOXH1, ZIC3, NKX2.5 et NODA. C'est aussi les résultats qu'ont retrouvés notre étude qui est parue en 2022 sur une cohorte donc internationale, rétrospective et multicentrique, 29 centres et 6 pays, une large cohorte de 1043 doubles discordances, où pour les propositus, on en retrouvait 27% de doubles discordances de forme isolée et 30% avec des anomalies de la latéralité, et 10 d'entre elles sont associées à des dyskinésies ciliaires primitives. Maintenant, pour les apparentés, il y a 81 apparentés avec cardiopathie congénitale dans 69 familles. Et pour les cardiopathies les plus fréquemment retrouvées, on a la transposition des gros vaisseaux à 29%, la double discordance à 13% et des anomalies de la latéralité à 9%. Pour le risque de récurrence, il a été calculé dans la fratrie à 4,4%, chez les parents à 1,2% et chez les enfants à 2,5%. Maintenant, ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'on a retrouvé des récurrences familiales, notamment 39 familles, dont 12 d'entre elles ont plus de 3 apparentés ayant de cardiopathie congénitale qui semblent être liées. Il y en a 8 avec des doubles discordances. Il y en a 19 avec des transpositions des gros vaisseaux, et là on voit bien que le modèle de transmission ne semble pas du tout toujours vertical, donc mendélien, mais plutôt polygénique. Donc c'est un ensemble de plusieurs interactions. On va avoir des allèles de susceptibilité héritées, des variants, des mutations de variants fréquents ou rares, des modifications épigénétiques, et bien sûr les facteurs environnementaux, intrinsèques, extrinsèques, enfin le fameux exposome. Et d'autres familles, 9, avec des anomalies de la latéralité, et notamment cette magnifique famille avec des cousins, un avec transposition des gros vaisseaux, l'autre avec double discordance, et l'autre avec hétérotaxie.
Du coup, l'analyse de notre risque de récurrence est importante dans notre pratique clinique. Au mieux, on espère un jour, elle se fera lors d'une consultation dédiée qui s'appelle le conseil génétique, notamment lorsqu'on a des rendus génétiques associés, et pour déterminer si cette forme familiale, s'il y a des formes familiales et ou syndromiques. Ainsi, pour conclure, donc les mécanismes pathogénétiques des cardiopathies congénitales sont complexes, multifactoriels. On peut évoquer dans bon nombre d'entre elles un modèle polygénique et multifactoriel avec une influence gène-environnement. Lorsqu'on regarde par génération, ce risque de récurrence, il augmente jusqu'à 10% s'il y a plus de 2 apparentés avec cardiopathie congénitale et 10% aussi si c'est la maman qui est atteinte. Maintenant, par cardiopathie congénitale, on parlera de ratio. Pour les obstacles gauche, on est à 13. Pour les CAV, on est quand même à 24. Et pour l'hétérotaxie, c'est énorme, on est à 79. Du coup, pour les perspectives, donc je pense nécessiter au quotidien d'une enquête familiale plus ou moins élargie, ce qui est assez chronophage. Et là, je vais ouvrir un peu le débat pour le screening échocardiographique du premier degré. Je pense qu'on le fait tous pour les bicuspidies. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire pour s'il y a 2 apparentés atteints, si la maman est atteinte, ou bien pour les obstacles gauche, si on a un syndrome, si on a un hypo-VG, si on a un CAV, et encore pire, une hétérotaxie. Tout cela doit se faire et devrait se faire un jour de manière encadrée lors d'un conseil génétique afin d'avoir une médecine donc personnalisée et individualisée de nos patients qui, je répète, je pense, c'est la médecine du futur. Merci beaucoup.